vous allez calculer. Vous voyez, il y a 3 arguments là. Et il y a 3 arguments. Alors que là, il n'y en avait que 2 là. C'est normal parce que G1, ça fonctionne avec oméga O, oméga M. Oméga M, c'est n'importe quel normale le long de la surface. C'est une normale que vous prenez comme ça au hasard. G2, c'est oméga I, oméga M. D'accord? Et G, c'est les 3. Oméga M, là, c'est oméga H, puisque ce qui nous intéresse, c'est oméga H. Mais bon, c'est toutes les normales le long de la surface. Donc, là, vous avez la formule de microfacette finale. D'accord? Il reste juste la fonction f. Qu'est-ce qu'elle fout là, la fonction f? La fonction f, c'est le facteur Fresnel. Alors, lors du premier cours qu'on a fait ensemble, je vous ai expliqué que la lumière était un spectre et que la plupart des lumières, sauf par exemple le miroir parfait, la plupart des lumières mangent une partie du spectre. Et la plupart des surfaces mangent une partie du spectre et c'est ce qui leur donne leur couleur. Par exemple, une surface rouge, elle prend par exemple de la lumière blanche et elle ne renvoie que du rouge. Donc tout le reste, c'est absorbé. D'accord? Ça, c'est F. F, c'est ce phénomène-là. D'accord? Alors, oui, il peut y avoir des F différents par emplacement sur la surface et par direction. Par emplacement, c'est facile. Une texture, il y a une couleur différente spatialement, donc forcément, on pourrait dire que, théoriquement parlant, conceptuellement parlant, il y a du F qui varie le long de la surface. Mais surtout, il peut y avoir aussi une variation suivant les angles. Et ça, vous voyez ça sur des pierres précieuses, sur la plupart des métaux, en fait. La plupart des métaux, en fait, il y a une légère altération du terme de Fresnel. D'accord? Suivant l'angle. Alors, un truc que vous allez garder à l'esprit, c'est que F, c'est une BRDF. Une BRDF, elle prend des directions en argument et elle renvoie un scalaire. Elle renvoie un filtre scalaire entre 0 et 1 qui correspond à la quantité de lumière qui passe de L vers V. D'accord? Donc là, ça marche bien. F est un scalaire, G est un scalaire, parce que c'est un filtre, je dis, qui est 0 ou 1. 0 ou 1, c'est marqué là. 0 ou 1, c'est marqué avec le X+. D'accord? X+, c'est ce qu'on appelle la fonction Heaviside. C'est une fonction qui prend la valeur 0 ou 1. Et donc, ça, c'est la normalisation par l'air projeté. D'accord? Donc, ça renvoie bien à ce qu'elle est là. Donc là, votre BRDF microfacette, elle est là. Donc là, le terme de masquage. Vous voyez, j'ai fait les diapos en plus et j'en parle même pas. Donc voilà, donc ça, c'est ce que je vous ai expliqué. Masquage, ombrage. Masquage, il y a une partie de la surface qui bloque. Ombrage, c'est l'inverse. Ou plutôt, voilà, j'ai inversé les deux, c'est ça. Et donc, Fresnel, voilà. Fresnel, c'est un filtre directionnel. Là, par exemple, là, c'est l'angle d'incidence. L'angle d'incidence. Et en fait, là, ça a été mesuré pour différents métaux. Alors, Fresnel, c'est l'absorption, l'énergie qui se transforme en chaleur, Fresnel. Pas très utile, mais c'est utile pour donner la couleur, mine de rien. Alors, sur l'eau, Fresnel aussi, c'est, vous savez, combien il y en a qui pénètrent dans le matériau et combien il y en a qui rebondissent. D'accord? Donc, ça peut être vu comme ça aussi pour ce qu'on appelle les matériaux diélectriques, ceux qui font pénétrer la lumière. Le verre, par exemple. Et conducteur, c'est métal, plastique, des choses comme ça. Là, voilà. Alors, il y a un truc qu'on peut dire, c'est comment ça se passe avec RGB, tout ça? Alors, la BRDF, effectivement, c'est un scalaire. Alors là, écoutez-moi bien parce que c'est un peu difficile à imaginer. Ce que je veux vous apprendre ici, c'est à lire le code source que vous pouvez voir sur Internet. Des fois, sur Internet, la BRDF, elle va être implémentée sous forme de scalaire.
Des fois, la BRDF, elle va être implémentée sous forme de filtre RGB. En fait, ça va être 3 valeurs RGB. C'est pour laisser aux auteurs la possibilité de renvoyer des valeurs différentes pour R, G et B. Alors, c'est normal de faire ça, parce que les choses sont toujours par spectre. Donc, la BRDF, finalement, elle ne fonctionne qu'avec des spectres, puisque tous les jeux de lumière fonctionnent sur des spectres totaux, en fait. C'est jamais des scalaires ou même des valeurs RGB. Ça porte sur tout le spectre. Donc, si vous regardez PBRT, vous allez voir que la BRDF F, son type de sortie, c'est spectre. D'accord? Donc, ne soyez pas surpris. C'est très lourd, mais c'est la réalité. C'est que des spectres, qui est une classe d'ailleurs qui est virtuelle et dans laquelle ils ont des optimisations discrètes, hein, parce qu'ils ne peuvent pas se farcir des courbes tout le temps. Hein. Sinon, ce serait vraiment la mort. Alors, souvent, on fait tout en spectre quand on veut faire des effets lumineux très complexes, notamment des effets lumineux où justement le spectre il se balade un peu. Il y a des décalages, des trucs comme ça. C'est valable pour la fluorescence, par exemple. La fluorescence, soit vous avez tout fait avec des spectres, soit vous ne pouvez rien faire. Hein, puisque c'est des fonctions qui font dévier en fait le spectre d'un endroit vers un autre. Voilà. Alors après, il existe en fait des formules. Alors ça, c'est rien du tout. En fait, vous pouvez utiliser des formules qui prennent juste en fait les valeurs qui sont ici et après qui génèrent une courbe comme ça. Dans Fresnel. Parce que sinon, vous êtes obligé de vous palucher des courbes. Hein. C'est très embêtant quand même. Hein, vous en convenez. Hein. Si pour faire la couleur, on a besoin d'avoir des courbes, vous allez vous tirer une balle. D'accord? On n'est pas arrivé, on n'est pas sorti de l'auberge. Alors, Dieu merci, il est possible de faire quelque chose de simplifié avec juste une valeur pour un matériau. Donc voilà, on a fini pour aujourd'hui. On a fini un petit peu en avance. On ne va pas aller plus loin. On va pas aller plus loin. Je ne sais pas combien d'heures de cours on a dû faire, mais on a bien dû faire déjà au moins 4 sessions, je pense. Peut-être 5. Est-ce que vous avez des questions sur tout ça? La session, on ne va pas faire autre chose aujourd'hui, hein, mais j'aimerais bien, voilà, si vous avez des questions là-dessus, ça serait bien de prendre le sujet tout de suite à chaud. Oui, c'est possible de me joindre par mail, ouais. Alors voilà, alors oui, effectivement, les formules mathématiques, elles ne sont pas simples. Alors, c'est le niveau le plus difficile hein, en informatique graphique. On considère que c'est le domaine le plus dur, l'éclairage. C'est triste parce que l'éclairage, c'est le plus important. Donc, l'éclairage, souvent, c'est les matériaux ou sinon, c'est le moteur d'éclairage. Alors, le problème, c'est que le moteur d'éclairage, c'est quoi le moteur d'éclairage? Le moteur d'éclairage, c'est calculer l'intégrale de la lumière de manière la plus efficace possible. Et calculer l'intégrale de la lumière de manière la plus efficace possible, ça consiste souvent à voir comment les rebonds de la lumière fonctionnent sur la matière. Et voir comment les rebonds de la lumière fonctionnent sur la matière, c'est finalement traiter des distributions de normales, et notamment des distributions de normales visibles. D'accord? Est-ce que c'est d'accord pour toi, Marwen? Hein, si vous voulez faire du lancer de chemin, du tracé de chemin, le tracé de chemin par rapport au lancer de rayon, c'est quoi? Le tracé de chemin, alors ça vous intéresse, je pense. Le tracé de chemin, c'est vous lancez un rayon sur une intersection et après, vous devez lancer d'autres rayons. D'accord? Où est-ce que vous les lancez? Où est-ce que vous lancez les autres rayons? Vous lancez les rayons là où les matériaux réfléchissent la lumière. Et là où les matériaux réfléchissent la lumière, c'est là où les BRDF réfléchissent la lumière.
Et là où la BRDF réfléchit la lumière, c'est là où la distribution de normale visible de la BRDF réfléchit la lumière. Et donc, quand vous faites du tracé de chemin, vous devez échantillonner la distribution de normale visible de la lumière, enfin, du matériau qui a été, on va dire, touché par la lumière. Donc, vous revenez exactement aux mêmes équations, en pire, puisque, en fait, non seulement vous avez les mêmes équations, mais vous devez faire de l'échantillonnage. D'accord? En l'occurrence, on appelle ça de l'échantillonnage par importance, puisque vous devez échantillonner les choses là où il y a le plus possible de lumière pour fournir un éclairage, pour ne pas aller vers du noir. Si vous essayez de choper de la lumière là où il n'y en a pas, vous allez obtenir un pixel noir. D'accord? Donc, tout revient au même. Ce sont ces équations qui gouvernent finalement plus le moteur de rendu que vous n'imaginez. En fait, le matériau, passer la seule intersection avec le lancer de rayon, qui est, je ne vais pas dire que c'est trivial, mais vous avez compris que le nombre de cours dessus est limité quand même pour le lancer de rayon. Vous êtes d'accord? Vous êtes d'accord que vous ne pouvez pas, je veux dire, dans votre carrière, ça va vous tenir occupé combien de temps, le lancer de rayon? Intersection, rayon, triangle. BVH. Combien de temps ça va durer? Là, avec la définition des matériaux, ça vous apprend comment le rebond fonctionne. Vous allez échantillonner des fonctions de distribution des matériaux et vous allez calculer des intégrales avec ces échantillonnages de fonctions de distribution. Il y a un algorithme qui permet de faire ça qui s'appelle l'algorithme de Monte-Carlo. D'accord? Et l'algorithme de Monte-Carlo, il fonctionne avec les échantillons que vous aurez échantillonnés sur les surfaces et la probabilité d'échantillonner ces échantillons. D'accord? Et si vous prenez tout ça en compte, vous obtenez le rendu que vous voyez dans les films et bientôt, on l'espère, dans les jeux. D'accord? Les jeux qui font du lancer de rayon, et évidemment les films, bien sûr, tous les films, ils font de l'échantillonnage par importance sur les fonctions de distribution des matériaux. Quand il n'y a pas de fonction de distribution dans un matériau, par exemple, quand c'est un matériau explicite, avec des milliers de données, avec des boucles, ils doivent reconstituer une fonction de distribution pour l'échantillonner par la suite. Si, ils doivent reconstituer une fonction de distribution. Ça paraît incroyable, mais ils reconstituent une fonction statistique de distribution à partir de triangles, etc., etc., etc. Donc, c'est pour ça que je vous ai fait un cours là-dessus. C'est un cours que vous devez comprendre lors de l'interrogation. On va chercher à savoir si vous avez compris ça. On va chercher à savoir si vous avez compris ça. On ne va pas chercher à vous coincer avec des formules. On va chercher à savoir si vous comprenez bien le principe de l'éclairage. D'accord? Il n'y a pas G3. Hein. Pas G3, il y a G1 et G2. G1, c'est une fonction de pondération qui, le long de la surface, d'accord? Donc, le long de la surface, alors, je vous ai dit, vous pouvez transformer une intégrale de surface en directionnelle, hein, le long de l'hémisphère. C'est fabuleux, ça. Vous pouvez faire cette conversion. Donc là, c'est du G1 en fonction des directions, d'accord? Le G1 en fonction des directions. Et G1, c'est une fonction qui va renvoyer 0 quand la lumière est bloquée. Et c'est une fonction qui va renvoyer 1 quand la lumière n'est pas bloquée. D'accord? Pourquoi ça marche là avec des directions? Parce que là, ce n'est pas intuitif avec des directions. Là, c'est un truc spatial. Là, vous voyez, il y a la même direction là, et là, ce n'est pas bloqué. D'accord? Là, ce n'est pas bloqué, et là, c'est bloqué. Donc, bon. Pourquoi ça marche quand c'est des directions? Ça marche quand c'est des directions quand vous avez la distribution de la surface sous-jacente. Mais vous l'avez, puisqu'on fait du microfacette. D'ailleurs, non seulement vous l'avez, mais vous n'avez que ça. À aucun moment, je ne vous ai donné une surface explicite. Eric Heitz, sur sa page, lui, s'est amusé
Eric Heitz. Alors, attendez, je le cite à un moment. Mince, alors, je l'ai cité dans la diapo, dans la présentation. Ah si, voilà, c'est là. Eric Heitz, lui, s'est amusé sur sa page web. Hein, d'ailleurs, c'est même pas un papier, je crois. Il s'est amusé sur sa page web à faire des surfaces ayant une certaine distribution. D'accord? Y compris des distributions les plus diffuses possibles. Donc, c'est quoi une distribution diffuse? Bah, c'est une distribution qui renvoie toujours la même quantité de microfacettes, quelle que soit la direction. D'accord? C'est ça, une surface diffuse. C'est vous demandez une direction, vous aimeriez connaître à peu près la quantité enfin, même complètement la quantité de microfacettes dans cette direction. Et en fait, quelle que soit la quantité de direction que vous demandez, en fait, il y en a toujours le même nombre. Alors, on voit bien que c'est un peu un problème de type l'œuf et la poule, parce que c'est pas possible. Vous ne pouvez pas avoir, vous voyez, ça ne s'intègre pas, quoi. Mais en faisant des toutes petites facettes, ça marche. Vous voyez, vous pouvez très bien générer une surface qui est globalement parfaitement diffuse. D'accord? Donc lui, il s'est amusé à faire ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Qu'est-ce que vous allez faire pendant le projet? De mémoire, alors moi, je faisais le projet il y a plusieurs années maintenant. Maintenant, j'ai laissé la main. Qu'est-ce que vous allez faire dans le projet? Vous allez faire un… Alors, je ne sais pas si vous allez avoir du code de démarrage ou pas. J'imagine que vous allez avoir du code duquel partir. Vous allez faire votre intersection rayon triangle. Vous allez devoir faire une petite structure de rangement de ces triangles, donc typiquement BVH ou Octree. Moi, je vous conseille de faire le BVH parce que ça marche bien. Ça va pas vous prendre 300 ans. Hein. Ça va vous poser un petit problème au début, bien sûr, vu que c'est intéressant. Mais après, en fait, après, vous allez vous intéresser à l'éclairage. Et lorsque vous vous intéressez à l'éclairage, il est important de bien négocier dans votre moteur. Moi, je pense que ça serait opportun de vous faire un moteur depuis le départ, personnellement. Mais c'est aussi une bonne idée de vous faire partir de code existant. En fait, ça dépend des personnalités. Il y a des étudiants, ils ne peuvent pas s'empêcher de regarder sur Google pour un oui ou pour un non. Et en fait, ils font tout par analogie. Du coup, il y a des choses qui ne sont pas comprises parfois. C'est le problème. C'est la limitation avec cette approche. Donc, moi, je pense qu'il serait possible de vous faire un moteur d'éclairage où vous devez faire vous-même une boucle sur tous les pixels pour tous les rayons. Et après, vous calculez une intersection. Et une fois que vous avez cette intersection, vous appelez la BRDF du matériau de cette intersection. Vous pondérez le résultat de la BRDF avec le cosinus de l'angle. Surtout, vous ne mettez pas le cosinus de l'angle dans la BRDF. Hein, si jamais vous vous basez sur Phong, c'est l'horreur. Que Phong, il mélange les deux. Vous voyez? Donc, tout de suite, c'est mal barré. Et ensuite, vous multipliez évidemment le résultat obtenu par la valeur de la lumière que vous considérez. Et après, vous faites la somme des lumières. Après, il y a quoi? Il y a, sur les rayons lumineux, vous allez avoir des rayons qui ne vont pas atteindre les intersections, puisqu'il va y avoir des objets entre les deux. Bon, c'est quoi? Ça va être la routine de lancer de rayon qui est réappelée. Vous voyez, il ne devrait pas y avoir de grosses surprises. Le plus important, c'est de bien poser les choses, de bien maîtriser les choses. Il faut qu'elles soient bien à leur place. Hein, F, G, D pour le microfacette, le cosinus de l'angle qui est sorti. Et après, vous pourriez vous amuser. Hein. Après, vous pourriez faire une empreinte de pixels. Vous pourriez mettre des textures. Ça, je l'ai demandé une année. Il y a une année, j'ai demandé aux étudiants de plaquer des textures. Moi, je leur donnais un code où il y avait des objets avec des textures. Et je leur avais demandé, s'il vous plaît, filtrez-moi dans chaque pixel écran exactement la couleur en fonction de tous les pixels qui sont dans la texture dans le pixel. Donc, ça obligeait les étudiants à définir proprement les différentiels de rayons et de calculer
l'empreinte de pixels sur la surface. Donc après, il y avait un quadrilatère. Il se retrouve avec une texture géante et un quadrilatère à l'intérieur. Il n'y a plus qu'à isoler les pixels à l'intérieur, faire la somme et renvoyer ça. Donc voilà, donc il y a beaucoup de choses que vous pouvez faire et bah, je pense que Maxime aura beaucoup d'idées derrière la tête. Ce qui serait bien, voilà, c'est que ça soit bien ciblé. Il y a certaines années mais c'était il y a quelques années maintenant, hein, c'était pas assez cadré. Alors vu que c'était pas assez cadré, on pouvait faire ce qu'on voulait, d'accord? Et alors vu qu'on pouvait faire ce qu'on voulait, c'est toujours pareil. C'est-à-dire qu'il y a des étudiants qui sont satisfaits de ça parce qu'ils se disent, bah, je vais me frotter les mains, je vais faire du copier-coller. Et ça marchait. Donc voilà, moi j'espère juste que ça sera ciblé. Euh, Là, c'est difficile parce qu'avec le microfacette, vous allez avoir tellement d'exemples de code sur le web que ce sera très facile de faire du copier-coller. Donc, à titre personnel, ce que je vous recommande, c'est de bien maîtriser en fait les concepts derrière les microfacettes. Et en entreprise ou en recherche académique, on trouve à ce moment-là des sujets de recherche qui capitalisent dessus. Mais il ne faut pas croire que c'est juste des sujets de recherche. En entreprise, on vous demande de capitaliser dessus. Par exemple, il est tout à fait plausible que dans les studios d'animation, aujourd'hui, on fasse les matériaux pailletés, le métal brossé, les rayures. Les rayures, c'est casse-pied, c'est horrible. Et tout ça, c'est de la BRDF et c'est de la BRDF qui est pas belle. Hein. Ça se fait très bien. Ça se fait très bien quand vous avez compris le microfacette, parce que le microfacette, alors là, je n'ai pas développé ça, mais le microfacette, il y a des parties qui sont. Il y a eu des améliorations qui ont été faites, notamment par Eric Heitz. Donc, Eric Heitz fait un travail merveilleux d'explication du modèle. Et en plus, il a contribué de manière significative dans le domaine, il est l'un des plus grands spécialistes mondiaux, si ce n'est le plus grand spécialiste mondial. Hein. Il a quoi? Il a 32, 33 ans. Hein. Et il est, voilà, il faut savoir que beaucoup de matériaux réutilisent le modèle des microfacettes. Pourquoi ils réutilisent le modèle des microfacettes? C'est parce que on arrive à formuler le modèle des microfacettes avec des interréflexions aujourd'hui. Là, je vous ai juste présenté le masquage-ombrage, mais il y a des interréflexions. Les interréflexions, c'est moche, franchement, parce que c'est compliqué. Il y a beaucoup de maths et c'est compliqué. Mais on arrive à faire des microfacettes avec des interréflexions. Et du coup, on forme des matériaux plus complexes avec ces bases de matériaux à microfacettes avec réflexion. Donc, nous, c'est ce qu'on a fait dans notre thèse. Là, dans la thèse de Xavier Chamin, c'est ce que Xavier a fait. Et voilà, ça permet de faire beaucoup de choses très évoluées sans peau de banane. C'est-à-dire des matériaux très beaux. Nous, on avait fait essentiellement du métal brossé et des matériaux pailletés. Et voilà. Et il y a une conservation de l'énergie. Donc, il n'y a pas d'incohérence. Si vous voulez, il n'y a pas de. Vous n'allez pas commencer à faire de votre film et il ne va pas y avoir une situation où vous vous dites ah, l'éclairage, il est pas normal là. Parce que malheureusement, c'est ce qui se produit. Ce qui se produit, c'est qu'il y a un moment où vous faites une image et si vous avez fait l'impasse sur certaines choses, hop, tout de suite, vous le voyez. Et voilà. Et là, c'est tout de suite formule de maths et voilà, il faut bien maîtriser ce que vous faites. J'attends les questions. Hein. Je vois que vous tapez un peu là, donc j'attends. Alors, je vais en profiter pour dire à François et à Emmanuel que je veux faire un point avec eux juste après, là, une fois que tout le monde sera parti. Un point de quelques minutes.